Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et bienvenue sur le stand de la Banque des Territoires, en effet en direct de ce salon Educatech Educatis 2021, une édition bien particulière, la première post-Covid, car s'il est un univers pour lequel il y a eu définitivement un avant et un après crise sanitaire, c'est bien celui de la EdTech. La Banque des Territoires est engagée dans le soutien de l'accompagnement du développement des EdTech, côté territoire, du côté des acteurs publics mais aussi des acteurs privés, qu'elle aime bien se faire rencontrer d'ailleurs. Voilà pourquoi durant ces 3 jours, Banque des Territoires, la radio vous propose de découvrir par le prisme des actions menées, les acteurs, les projets, les innovations qu'elle a choisi de soutenir. 5 émissions pour découvrir ensemble un monde de la EdTech qui bouillonne plus que jamais. Et pour nous faire vivre ce bouillonnement de l'intérieur, notre reporter Alexandra Delaunay aura pendant ces 5 jours nos yeux et nos oreilles dans les allées du salon. Bonjour Alexandra. Bonjour Héloïse. Une édition 2021 qui s'apprête à accueillir beaucoup de monde, je pense. Et oui, vous l'avez dit, il y aura forcément un avant et un après Covid pour les EdTech, et on peut en dire autant pour Educatech Educatis. En 2019, ils étaient 210 exposants à être présents. Cette année, le salon dépassera allègrement les 250. Le programme d'ateliers et de conférences a lui aussi pris de l'ampleur. Alors, que penser du nombre de visiteurs ? Plus de 12 000 en 2019. Combien pour 2021 ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, qui sont ces visiteurs ? Eh bien, pour la grande majorité, ce sont des enseignants, des chefs d'établissement. Les représentants des territoires font bien évidemment le déplacement aussi, comme les élus, responsables scolaires, éducation ou jeunesse. Bref, ce sont des utilisateurs avec des besoins et à la recherche de solutions. Educatech Educatis, c'est aussi un formidable carrefour où se rencontrent les exposants, entreprises, start-up, associations, territoires, institutions ou encore éducation nationale. Tous mobilisés pour inventer l'éducation de demain. Et sur le stand de la Banque des Territoires, nous comptons bien pendant ces 3 prochains jours apporter notre pierre, voire nos pierres à l'édifice. Vous parliez de ces startups de la EdTech, Alexandra. Eh bien, c'est sur elles que nous allons nous pencher durant cette première émission, sur elles et sur le tout nouvel accélérateur de la EdTech de la Banque des Territoires, l'accélérateur Passerelle. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et c'est un jour important pour cet accélérateur puisque nous découvrons ensemble dans quelques minutes les 2 premières startups sélectionnées pour bénéficier du dispositif. Alors pour évoquer Passerelle, je suis très heureuse d'accueillir le directeur du département cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires. Bonjour Christophe Janter. Bonjour Héloïse. Et à vos côtés, Mathilde Torel, directrice des programmes d'accélération chez Make Sense qui opère l'accélérateur Passerelle pour la Banque des Territoires. Bienvenue Mathilde. Bonjour. Christophe Janter, je disais en introduction que l'engagement de la Banque des Territoires dans la EdTech, il ne date pas d'hier, en tout cas il ne date pas de la crise Covid, mais par contre il s'accélère. Oui, il s'accélère parce que on l'a vu pendant la période de confinement. La continuité pédagogique, c'est pas une affaire simple. Et on continue malheureusement de le vivre parce qu'il y a encore un certain nombre de classes qui ferment. Je suis moi-même concerné par un de mes enfants qui n'a pas classe cette semaine en raison d'un cas Covid. Et donc on a vu que cette continuité pédagogique, elle était complexe et que tout le monde n'était pas capable d'assurer justement cette pédagogie, cette continuité pédagogique, de faire l'école à la maison, comme on l'a dit. Et donc ça a mis en évidence le fait que le secteur, la filière de l'éducation et notamment de la EdTech devait faire sa mue numérique. On devait mettre en place vraiment de nouveaux outils pédagogiques pour faire l'école à distance, et en tout cas que ça ne se passe pas uniquement dans les murs des établissements. Ça concerne à la fois, on le sait, les enseignants, ça concerne les élèves bien sûr, et puis ça concerne les parents. Donc il faut vraiment accélérer sur l'innovation pédagogique, et ça va de pair d'ailleurs avec une autre thématique qu'on adresse à la Banque des Territoires, qui est celle de l'inclusion numérique. Parce que c'est bien de sortir des nouveaux outils numériques, pédagogiques, mais encore faut-il savoir les utiliser. Donc finalement, sur le marché, on voit qu'il y a 2 enjeux. Accélérer sur les outils numériques et les outils pédagogiques, et puis ensuite accélérer aussi sur l'inclusion numérique, parce que vous avez aujourd'hui 13 millions de Français, c'est-à-dire 20% de la population, qui n'est pas à l'aise avec le numérique en France. Donc c'est vraiment deux chantiers qu'on mène de pair. Pourquoi on se penche dessus à la Banque des Territoires ? Parce que on est là pour réduire les inégalités sociales et territoriales. Et pour nous, c'est un véritable enjeu de cohésion sociale et territoriale.
tout simplement pour l'inclusion des publics, des populations fragiles. C'est une question aussi d'égalité des chances. Et puis, c'est une question aussi d'attractivité des territoires, puisque quand on parle d'éducation, et je dis ça parce que la Banque des territoires est très proche des collectivités locales, on est un partenaire privilégié des collectivités locales, et quand on parle d'éducation, on parle d'écoles, et donc de communes, on parle de collèges, et donc de départements, et de lycées, donc de régions. Et donc, si vous voulez, on a vraiment un rôle à jouer pour assurer cette courroie de transmission entre les collectivités locales d'un côté et les startups de la EdTech de l'autre. D'où votre investissement auprès du secteur public et des startups qui sont très nombreuses sur cette Educatech Educatis 2021 avec le nouvel accélérateur Passerelle justement dédié aux startups de la EdTech dont on parle aujourd'hui. On va au-delà du soutien financier. Tout à fait. En fait, alors la Banque des territoires est un investisseur institutionnel, mais on a aussi ce rôle d'accompagnateur à jouer auprès notamment des entrepreneurs. Et cet accompagnement, il passe bien sûr par cet accélérateur Passerelle, qui est donc opéré par Make Sense, que nous connaissons déjà par ailleurs, puisqu'on a souscrit au fonds d'investissement Make Sense Seed One, qui est un fonds d'impact. Et en fait, cet accompagnement, il est essentiel pour les startups de la EdTech, qui sont donc de jeunes entreprises. Et je rappelle que sur les 600-650 entreprises de la EdTech en France, vous en avez la moitié qui ont moins de 2 ans. Donc quand une entreprise a moins de 2 ans, ça veut dire qu'elle cherche encore son marché et qu'elle a besoin d'être accompagnée dans sa structuration. Donc ça, c'est la première chose. Et puis plus spécifiquement au secteur de l'éducation numérique, c'est un secteur qui est très intermédiaire parce que les utilisateurs finaux, que sont les parents, les enseignants ou les élèves, dans 70% des cas ne vont pas payer l'application. Pour autant, pour que la start-up vive, il faut bien qu'il y ait des revenus. Et en fait, ce sont les établissements et les collectivités locales qui vont rémunérer la start-up. Donc vous voyez que les utilisateurs finaux ne sont pas les payeurs et ça complexifie un petit peu les modèles économiques, d'où ce rôle essentiel de l'accompagnement dans leur démarche. Mais justement, de quel soutien, de quel accompagnement les jeunes pousses de la EdTech ont-elles besoin pour le savoir? Je vous propose de nous rendre sur le stand de l'association EdTech France où on va retrouver Alexandra Delaunay. Et oui, effectivement, je suis sur le stand de la EdTech France qui se situe au cœur du village des startups de ce salon Educatech Educatis 2021. Et je suis avec sa directrice générale. Bonjour Anne-Charlotte Monneret. Bonjour. Votre association réunit 380 acteurs, privés, institutionnels et associatifs de la EdTech française. Autant dire que vous connaissez beaucoup de monde ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les spécificités des entreprises du secteur ? Avec plaisir. Donc 380 membres entreprises et une cinquantaine de partenaires. Donc le secteur a énormément grossi depuis les 2 dernières années. Et une centaine d'entreprises se positionnent sur le segment du scolaire. Donc les spécificités des entreprises du secteur, il y en a plusieurs. Déjà, c'est un segment de marché extrêmement dynamique, ce qu'on appelle le K-12 depuis la crise Covid, avec des entreprises qui sont relativement jeunes. 2 tiers d'entre elles sont créées depuis moins de 5 ans et ont autour d'une dizaine d'employés. Après, en termes de diversité de ressources produites et de solutions proposées, on va avoir autant des entreprises qui proposent du contenu éducatif à destination des enseignants, mais aussi des familles et des... On a une coupure avec Alexandra Delaunay qui est en direct du stand EdTech France avec Anne-Charlotte Delaunay qui est la directrice générale de l'association EdTech France qui regroupe qui regroupe 380 entreprises de la EdTech. On essayait d'avoir un petit point effectivement sur ce secteur qui, le disait Anne-Charlotte, a évolué vite en nombre. Vraiment très rapidement, surtout depuis la crise Covid. Vous le disiez, Christophe Janter, des entreprises de petite maturité, quelquefois des bébés entreprises ou qui marchent tout juste. Donc on parlait de ce besoin d'accompagnement et ce qui le constitue. C'est ça qui vous a mobilisé à la Banque des Territoires et vous vous êtes tourné donc vers Make Sense pour opérer cet accompagnement. Pourquoi ? Christophe Janter. Ah pardon. Make Sense, comme je le disais, alors Make Sense n'a pas été désigné comme ça de gré à gré. Il y a eu un appel d'offres. Donc après une dure sélection, c'est Make Sense qui réunissait toutes les conditions.
Voilà, Make Sense a vraiment toutes les compétences pour accompagner ces startups de la EdTech. De façon plus générale, dans le secteur de l'ESS, on côtoie pas mal d'incubateurs. Et on voit bien que ce rôle d'accompagnement, il est essentiel par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc on est très confiant, mais Mathilde reviendra sur nos objectifs en termes de nombre d'entreprises qui seront accompagnées, et puis la durée de l'accompagnement et ce qu'on va mettre derrière cet accompagnement. Mais Make Sense, Mathilde avait très envie de se lancer sur la EdTech, il me semble. Absolument, Héloïse. Ça fait plusieurs années que chez Make Sense, on développe des programmes d'incubation et d'accélération permettant d'accompagner les solutions à impact social ou environnemental. Et ça fait pas mal de temps qu'on se posait la question de se lancer sur les sujets purs EdTech, éducation. Évidemment, l'éducation est là à la base de la construction de la société qu'on appelle de nos voeux. Mais comme le disait Christophe tout à l'heure, le marché de l'éducation est un marché très particulier qui appelle à un réseau institutionnel, que ce soit auprès de l'éducation nationale ou auprès des collectivités, pour débloquer, comme il le disait à juste titre, le développement de ces startups. Ce réseau, nous ne l'avons pas aujourd'hui côté Make Sense, et on sentait bien que c'était une barrière pour pouvoir lancer un programme dédié à l'éducation. Et donc la rencontre avec la Banque des Territoires, l'équipe de Rose Le Mardelet, Nicolas Turca sur l'éducation, nous a vraiment permis de créer un partenariat gagnant-gagnant, Make Sense apportant la partie méthodologique d'accompagnement et la connaissance entrepreneuriale pour accompagner cette accélération, et la Banque des Territoires apportant toute une expertise autour de la question d'éducation, des nouvelles pédagogies EdTech, et puis bien évidemment tout ce réseau institutionnel auprès des collectivités, du ministère, pour pouvoir accélérer le développement de ces entreprises. Et justement, puisqu'on le disait, EdTech est à la croisée de différents univers qui ne se comprennent pas forcément toujours très bien. Eh bien, vous avez, c'est sans doute pour cela, proposé comme marraine de l'accélérateur Passerelle, Bénédicte Robert, qui est rectrice de l'Académie de Poitiers. Elle était il y a quelques semaines l'invitée d'un petit déjeuner autour de l'entrepreneuriat EdTech organisé par la Banque des Territoires et EdTech France. Justement, c'était chez vous, chez Make Sense. Je vous propose de l'écouter un instant. Banque des Territoires, la radio. J'ai un peu l'impression que c'est deux mondes qui se rencontrent, le monde de l'État et le monde de la EdTech et des startups, et que c'est très important que ces deux mondes se rencontrent. L'État, évidemment, il ne faut pas ignorer pourquoi ça avance si lentement, pourquoi quelquefois c'est difficile de rentrer en contact avec les établissements scolaires. Parce qu'on a une mission de service public et qu'on ne peut pas exercer cette mission n'importe comment. Il y a des règles, il y a des procédures. Voilà. Ça pourrait être plus léger, ça pourrait être plus agile, plus partenarial. On y travaille. Et je pense que ce programme d'accélération de la EdTech répond exactement à cette nécessité. Moi, je crois beaucoup que le numérique, il peut vraiment faire un changement de paradigme dans l'enseignement. Mais ça va être long et il ne faut pas qu'on s'y prenne n'importe comment parce que sinon, on va désespérer tout le monde. Je crois beaucoup que c'est possible parce qu'en plus, on a la chance d'avoir le lycée pilote innovant international à Poitiers, qui, depuis des années, travaille effectivement avec des logiques collaboratives, des logiques de co-construction, des logiques de création, de communication. Quand vous allez dans cet établissement scolaire, dans ce lycée, qui est un lycée, j'allais dire, de l'éducation nationale, avec des professeurs de l'éducation nationale, avec le respect des programmes de l'éducation nationale, vous avez l'impression quand même de rentrer dans un lycée du 21e siècle où vous avez des élèves qui travaillent tout le temps en groupe, avec des murs créatifs, avec du numérique quelquefois, pas toujours, mais par contre, le numérique est effectivement le fil rouge qui permet ces fameux 4C, la communication, la création, l'esprit critique et la collaboration, et qui sont vraiment pour moi la façon dont l'éducation devrait fonctionner au XXIe siècle. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Et c'est vraiment l'enjeu de l'écosystème. Et cet écosystème, il a plusieurs éléments, l'équipement, la connexion, la formation des professeurs et la question des ressources. Parce qu'on peut assez facilement substituer un tableau blanc interactif à un tableau noir. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi former vos professeurs à, techniquement, s'emparer du manuel du tableau blanc interactif. Ça sera un petit peu mieux, mais on sera dans la même configuration qu'ici. Par contre, si vous voulez être dans une logique des 4C, comme je l'évoquais précédemment, il va falloir que vous alimentiez vos professeurs, non seulement avec votre tableau blanc interactif, mais aussi avec des ressources. Ces ressources, c'est des systèmes comme Kahoot, par exemple, qui sont quand même de plus en plus popularisés dans les classes, qui permettent de l'interactivité. C'est aussi, dans le premier degré, des applications qui permettent d'entraîner au calcul mental. C'est comment, au fond, le numérique vient en appui des mécanismes d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend ? On apprend quand on est attentif. On apprend quand on a du feedback
On apprend quand on est en capacité de consolider ses apprentissages et on apprend quand on est dans un système d'engagement actif, c'est-à-dire c'est ce système d'interactivité. Et pour moi, le numérique vient très clairement étayer ces 4 piliers de l'apprentissage que Stanislas Dehaene a bien mis en avant. Et donc, comment est-ce qu'on construit des solutions de la tech qui viennent en appui de ces 4 piliers de l'apprentissage ? Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Bénédicte Robert, rectrice de l'Académie de Poitiers et marraine de cet accélérateur passerelle. Christophe Jeanter, elle est en route, la synergie entre les académies, les territoires et les startups, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Je pense que la rectrice de l'Académie de Poitiers a très bien parlé et a mis le doigt sur ce qu'il faut qu'on améliore. Et puis, j'allais dire, on crée des passerelles entre la puissance publique et les startups de la tech. C'est sans jeu de mots, je pense que le terme est adapté. Concrètement, ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place en 2022, c'est... j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la Banque des Territoires opère le PIA. Le PIA, c'est le programme d'investissement d'avenir, et il y a un gros volet sur l'éducation et la formation, où à ce jour, puisque ça fait déjà plusieurs années que ça existe, on a financé via l'État plus de 300 entreprises dans le secteur de l'éducation et de la formation, et ça représente 1 milliard d'euros de financement. Donc là, on parle de subventions. On parle du PIA, du programme d'investissement d'avenir, mais dans ce PIA sur l'éducation, vous avez un programme qui s'appelle TNE, Territoire numérique éducatif. Dont on parlera demain matin, d'ailleurs, sur le stand de la Banque des Territoires. Et le département de la Vienne a son TNE également, et on pourrait tout à fait imaginer que des entreprises qui soient accélérées par passerelle puissent aller sur les résidences de EdTech qui sont mises en place dans le cadre de ce programme TNE, et aller faire des démonstrations dans des établissements scolaires de leurs solutions pour déjà les tester et puis les mettre en avant. Et je pense que ça rejoindra bien le parcours d'accompagnement qui est opéré par Make Sense. Et puis le Poitou est également riche puisqu'ils ont un incubateur qui s'appelle SPN qui réunit à peu près 200 entreprises du numérique. Et je pense que ça serait aussi avisé de sourcer pour l'accélérateur certaines entreprises de cet incubateur. Suivez mon regard. Non, parce que les candidats vont devoir le faire d'eux-mêmes, mais je pense que cet incubateur SPN dans le Poitou pourrait fournir de bonnes candidatures. Voilà. Je pense qu'on a récupéré Mathilde Torel. Ah non, pas encore. Ça ne saurait tarder. Pardon Mathilde Torel. Elle est la Mathilde Torel. Anne-Charlotte Monneret, excusez-moi. Pardon Mathilde. Christophe Jeanter, quels objectifs pour cet accélérateur passerelle ? Des objectifs peut-être chiffrés, des critères, des cibles particulières ? Alors, les cibles particulières, oui. Tout à l'heure, j'entendais le terme K-12, mais nous, on va plus parler du segment scolaire, pour le dire plus simplement en français. Donc, notre priorité, c'est d'accélérer des startups de la tech sur ce segment scolaire. Mais ceci dit, on ne s'interdit pas d'aller sur l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, parce que tout ça est réuni autour de la sphère de la tech, et puis aussi sur le périscolaire. On investit aussi pas mal sur le périscolaire, mais c'est vrai que la priorité, ça va être le segment scolaire, donc du primaire jusqu'au lycée. Nos objectifs, c'est quoi ? C'est 10 projets sur 2 ans, parce qu'en fait, l'appel à projet n'est pas fermé, et donc les startups peuvent candidater au fil de l'eau. Et puis Mathilde y reviendra sur l'accompagnement, mais je crois que c'est un accompagnement sur 12 mois. Exactement. Avec notamment pas mal de choses sur les indicateurs d'impact, puisqu'il s'agit pour nous d'investir, bien sûr, d'aller chercher de la performance financière sur ces startups. Mais pas que. Mais surtout aussi de générer de l'impact extra-financier, la fameuse performance extra-financière sur le nombre d'écoles qui sont dotées de ces nouveaux outils numériques, le nombre d'élèves qui les utilisent, et puis le lien qu'on fait avec justement le monde des collectivités locales pour les attirer sur ce marché. J'espère ne pas faire de fausses annonces. Nous n'avons pas Anne-Charlotte Monneret. Si nous avons Anne-Charlotte Monneret de EdTech France au micro d'Alexandra Delaunay. Alexandra. Oui, après cette petite coupure, nous retrouvons donc Anne-Charlotte Monneret. Et donc, comment se positionne le marché de la EdTech français par rapport à d'autres pays ? Est-ce que nous sommes en avance, en retard ? Comment on se positionne ?
Merci. Les aléas du direct. En avance, en retard, ce pas forcément les bons indicateurs. Donc, je vous disais, on a une centaine d'entreprises positionnées sur le segment du scolaire en France. On est l'écosystème d'Europe avec le plus d'entreprises EdTech, à peu près 550 au global sur tout le territoire. Après, si on regarde la maturité de nos entreprises, comme je vous disais, 2/3 du réseau a été créé il y a moins de 5 ans, avec un nombre d'employés moyen autour de 10 employés. Donc, ça reste des entreprises relativement jeunes, mais c'est la même chose dans les autres pays en Europe. Après, si on s'intéresse aux capitaux, donc aux investissements mis sur le marché de la EdTech, c'est vrai que sur les 16 milliards de dollars investis dans la EdTech en 2020, 60% de ces investissements privés vont en Chine, en Inde et aux États-Unis. Et seulement 5% de ces flux vont en Europe. Après, on a le mérite d'être le premier pays devant le UK en termes d'investissement dans nos entreprises EdTech. Donc on peut dire qu'on est les numéros 1 en Europe. Après, évidemment, pour des raisons technologiques, démographiques, on est en concurrence avec des entreprises chinoises, des entreprises américaines, des entreprises indiennes. Mais après, on n'a pas du tout à pâlir. Le marché de la tech en France est extrêmement dynamique. On a un lien à la recherche qui est très fort, avec des solutions qui se basent sur les avancées en termes de sciences cognitives. Et surtout, on a un formidable potentiel d'exportation vers l'Afrique francophone, que ce soit des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, donc au Québec. Donc on n'est ni en avance ni en retard, on est pile au bon endroit, et c'est vrai que le soutien d'acteurs comme la Banque des Territoires en termes d'investissement est extrêmement précieux pour justement continuer à faire décoller la croissance de nos membres. Et qu'est-ce qui a changé depuis la crise sanitaire ? Alors beaucoup de choses. Premier point de changement, on va dire que ça a permis de lever un certain nombre de freins culturels qui pouvaient demeurer dans l'utilisation des outils numériques pour l'éducation des enfants, des jeunes. Donc forcément, les enseignants et les familles ont été confrontés à l'utilité du numérique pour permettre à leurs enfants et à tous les élèves de continuer à enseigner et à apprendre. Donc des freins culturels qui sautent avec la preuve, entre guillemets, que le numérique est un outil qui fonctionne, qui marche. Il y a aussi la mise en évidence de constats qui font un peu plus mal, c'est-à-dire la nécessité de former les enseignants aux outils numériques, parce que c'est pas parce qu'on met une tablette ou des ressources dans les mains des enseignants qui vont forcément réussir à s'en saisir. Et aussi la nécessité d'avoir des entreprises qui sont capables de scaler, donc d'adresser leur marché, et donc une nécessité d'investir dans les entreprises de manière plus intense, et surtout de leur permettre des leviers d'accès aux établissements avec des mécanismes d'achat simplifiés. Et quelles actions mettez-vous en place pour accompagner les jeunes pousses de chez EdTech France ? Alors nous sommes un réseau d'entreprises, donc on les accompagne en fédérant une communauté d'entrepreneurs qui vont partager leurs bonnes pratiques lors d'événements en ligne ou physiques, pour éviter de faire deux fois les mêmes erreurs, et surtout parfois aussi pour mettre en place des partenariats business ou de visibilité qui sont pertinents. Donc on cherche à vraiment fédérer les forces en présence, à faire rayonner ces savoir-faire auprès des acteurs publics et privés, et à montrer aussi que les EdTech françaises sont là et ont toutes les raisons d'être là pour longtemps. Après, en termes d'accompagnement personnalisé, justement, on ne le fait pas au sein d'EdTech France, et c'est pour ça qu'on est extrêmement ravis et chanceux d'avoir le type de programme Banque des Territoires Make Sense comme passerelle, parce que ça permet justement d'aller repérer des entreprises, de les pousser de manière plus détaillée et de les mettre en relation avec les acteurs qui vont pouvoir faire la différence. Donc on accompagne de manière globale avec un sens communautaire qui est extrêmement puissant, et on a un réseau qui fédère aujourd'hui un peu plus de 380 acteurs, comme je le disais. Mais c'est vrai que l'accélérateur passerelle est extrêmement complémentaire, et si je peux rentrer dans ce que ça apporte de nouveau, ça apporte justement ça, l'individualisation de l'accompagnement, la mise en réseau avec des acteurs publics comme des collectivités, des réseaux d'établissements, mais aussi des financeurs grâce à la Banque des Territoires, et un suivi dans le long terme en fait, avec une cohorte qui crée des liens que nous on crée à grande échelle, mais qui du coup là sont créés sur une petite promotion qui avance ensemble. Donc c'est absolument génial, on est vraiment ravis de voir ce projet sortir de terre. Eh ben, c'est super. Et enfin, qu'est-ce que l'accélérateur passerelle apporte de nouveau ?
Justement, je l'ai un peu évoqué et je peux rajouter la couche impact parce que dans les spécificités de notre secteur en France, c'est vrai que la grande majorité de nos entreprises cherchent à avoir un impact, que ce soit sur les élèves, les territoires et les enseignants. Et la brique d'expertise de Make Sense permet de justement maximiser cette volonté d'avoir un impact et d'aider aussi à le mesurer parce qu'aujourd'hui, les entreprises EdTech n'ont pas forcément les moyens ni l'expertise de mesurer l'impact de leurs solutions. Donc ça c'est quelque chose de nouveau et on est ravis de le voir arriver dans l'écosystème. Donc un dispositif qui est le bienvenu pour les entreprises de ce village start-up du salon Educatech Educatis où nous nous trouvons. Donc Anne-Charlotte Monneret, on aura le plaisir de vous recroiser vendredi lors de notre émission consacrée à l'investissement EdTech sur la Banque des Territoires, la radio. Et d'ici là, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Anne-Charlotte Monneret, qui est directrice générale de l'association EdTech France, qui était au micro d'Alexandra Delaunay. Anne-Charlotte, elle a soulevé cet élément important qui est le changement d'échelle. Alors Mathilde Torel, puisque vous opérez avec Make Sense, l'accélérateur passerelle, il faut bien repréciser, vous n'êtes pas un incubateur, vous êtes un accélérateur, un propulseur presque. Absolument, absolument. Et cette question du changement d'échelle est fondamentale chez Passerelle. Alors, je reviens effectivement sur un des critères de sélection, au-delà de la cible cadeau scolaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, on est un accélérateur et donc on va accompagner des solutions qui ont déjà fait ce qu'on appelle en bon français le market fit, donc qui ont déjà trouvé... Décryptage, s'il vous plaît. Qui ont déjà validé leur proposition de valeur auprès des enseignants, auprès des parents, auprès des élèves, qui ont déjà des preuves que le marché est intéressé pour recevoir leurs solutions et qu'il y a des preuves d'impact. Et ça, je reviendrai dessus juste après. Et nous, on est là pour accompagner cette espèce de traversée du désert des entrepreneurs qui, après avoir prototypé et s'être lancés avec un peu des bouts de ficelle, on va dire, ont besoin de se professionnaliser et d'entamer la croissance de leur développement. Encore une fois, le marché de l'éducation est un marché très particulier, puisqu'il ne suffit pas d'avoir signé un établissement pour pouvoir se dire que c'est le début de la gloire. Il faut retourner, toquer à la porte de chaque établissement, de chaque région, de chaque département pour revendre sa solution. Et ça appelle à des compétences, des expertises commerciales et partenariales assez spécifiques qu'on se doit d'accompagner pour assurer le succès de ces petites entreprises qui sont aujourd'hui assez petites et qu'on espère amener beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le premier élément. Effectivement, on est un accélérateur et on ne va pas accompagner des entreprises qui n'ont pas encore validé leur proposition de valeur. On va accompagner du coup un peu 3 éléments dans la croissance de ces entreprises. Le premier pilier serait plutôt tout ce qui va être la croissance externe, donc je le disais, le commercial, les partenariats, le marketing pour les solutions EdTech qui s'adressent à du B2C. On va aussi aider les équipes à se structurer pour encaisser cette croissance, puisqu'un gros sujet qu'on voit souvent trop peu dans le développement d'une entreprise, c'est tout ce qui va se passer en interne, de structuration des process et de l'équipe pour être capable d'encaisser le développement sur le territoire. Et puis enfin, le dernier pilier, et qui reste le nerf de la guerre, le modèle économique et le financement et le déploiement. Anne-Charlotte en parlait tout à l'heure. L'écosystème financier autour de la EdTech est en train de se structurer. On a la chance en France d'avoir beaucoup d'opportunités de financement. La Banque des Territoires est un des financeurs de l'éducation aujourd'hui. Mais les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours le réflexe ou pas toujours la connaissance de ces dispositifs de financement. Et donc notre métier est aussi de les accompagner à avoir accès à toutes ces ressources qui sont relativement nombreuses finalement en France. On est quand même un marché qui a de la chance à ce niveau-là. Et il faut les trouver et vous êtes là pour accompagner. C'est un accompagnement qui se déroule sur quelle période et à quel rythme ? Exactement. Alors c'est un accompagnement qui va durer 1 an pour chacun des projets. Évidemment, quand on rentre après dans un accompagnement passerelle, on y reste sur du long terme. Mais sur la première année, c'est un accompagnement qui est assez intensif. On est très proche des entrepreneurs. Ils vont être suivis à plusieurs niveaux. D'abord, chaque mois, ils rencontrent un coach Make Sense qui les connaît par cœur. Notre métier, c'est de connaître le projet à 360, de créer quasiment une relation d'intimité avec les porteurs de projets et d'avoir comme si on avait un pied dans l'entreprise pour être capable de déterminer très rapidement quels sont les blocages au développement des projets et interagir très vite avec eux pour trouver des solutions. Ces solutions vont se manifester par de la mobilisation d'experts métiers, marketing, commercial, etc. Mais aussi de la mise en réseau avec, on le disait tout à l'heure, des collectivités, des institutionnels qui vont leur permettre d'aller plus vite et d'éviter
ces phases de prospection un peu douloureuses parfois pour les porteurs de projets qui ne savent pas à qui s'adresser pour se développer. Et donc l'intervention d'experts régulièrement dans le programme pour mettre les mains dedans avec eux. On essaye au maximum dans tous les programmes qu'on développe avec Make Sense, et c'était une volonté très forte aussi dans les discussions qu'on avait avec la Banque des Territoires pour le design de passerelle, d'avoir un accompagnement qui soit vraiment opérationnel. On ne soit pas seulement dans du coaching un peu théorique qui permet aux entrepreneurs de repartir plus avec des questions qu'avec vraiment des réponses. Et donc l'ensemble des experts qui vont être mobilisés pendant le programme mettent les mains dedans avec les porteurs de projets, construisent avec eux leur stratégie commerciale, leur stratégie marketing, vont aller mettre en place les outils dont les entrepreneurs ont besoin pour se développer, pour permettre aux entrepreneurs de ne se concentrer que sur l'essentiel qui est le développement de leur projet et pas l'ensemble des questions qui pourraient, un peu satellites, qui pourraient venir embrouiller un petit peu la feuille de route. Donc voilà, si je devais résumer, un accompagnement fil rouge par Make Sense, très proche des projets, de la mobilisation d'experts tout au long du programme pour s'assurer que tout avance vite. Et puis enfin, la mise en réseau par la Banque des Territoires avec les institutionnels et les collectivités. Et si je peux me permettre d'ajouter un dernier élément, Anne-Charlotte l'a mentionné tout à l'heure et Christophe aussi, on est sur un programme qui accompagne des EdTech à impact. Et ça, c'est un élément qui est essentiel pour la Banque des Territoires et pour nous, Make Sense, qui sommes des acteurs de l'innovation sociale. On a tout de suite décidé d'intégrer dans l'accompagnement une brique de mesure d'impact des projets. Alors, il y aura une mesure d'impact qui sera faite sur chacun des projets pour les aider à collecter et à analyser l'impact qu'ils ont réellement sur le terrain. Et puis, il y aura aussi une mesure d'impact qui sera imposée à Make Sense pour s'assurer que l'accompagnement proposé, opéré par Make Sense soit vraiment impactant auprès des projets. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraissait essentiel d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on recommandait à nos porteurs de projets. Et oui, d'avoir les mêmes exigences que pour soi que pour les autres. Ce parcours que vous venez de nous décrire, Mathilde Torel, eh bien, c'est celui que vont entreprendre dans les prochains mois les 2 premières startups qui ont été officiellement sélectionnées pour entrer dans le giron de l'accélérateur EdTech Passerelle de la Banque des Territoires, opéré par Make Sense. Banque des Territoires, la radio, en direct du salon Educatech Educatis. Et en direct du stand de la Banque des Territoires du salon Educatech Educatis, nous sommes en plateau avec Christophe Janter, directeur du département cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires, et Mathilde Torel, directrice des programmes d'accélération chez Make Sense, pour dévoiler enfin le résultat de la première sélection de start-up de la EdTech qui vont rejoindre cet accélérateur Passerelle. Elles sont au nombre de 2, Christophe Janter. Et la première a été créée par un YouTuber. Tout à fait. Je pense que, allez, on va dévoiler donc le nom du premier lauréat de cet accélérateur passerelle. Et je pense que vous évoquez Nouvelle Classe, qui permet justement de lutter contre le décrochage scolaire et qui s'adresse aux lycéens à travers des vidéos pédagogiques pour justement mieux comprendre les cours. C'est une forme de soutien scolaire de nouvelle génération pour les lycées. Et à travers ces vidéos, il y a notamment des mentors Nouvelle Classe qui permettent de coacher les élèves et de répondre à leurs questions nombreuses. Lycéens parce que ça leur permet de préparer le bac, dans le cadre de la réforme du bac que tu m'as expliqué à nouveau tout à l'heure. Et donc on est ravis d'accueillir Nouvelle Classe dans l'accélérateur Passerelle. Et Théo Godard qui vient s'asseoir sur le plateau. Bienvenue Théo, merci d'être avec nous. Beaucoup. Vous êtes le fondateur, le créateur de Nouvelle Classe. On va voir que vous avez des associés, mais tout a démarré par vous. Alors la petite histoire quand même, ça vient d'où Nouvelle Classe ? Oui, la petite histoire de Nouvelle Classe. En fait, j'ai toujours été passionné de pédagogie, d'éducation. J'ai toujours donné beaucoup de cours particuliers. Et à force de discuter avec les lycéens, on se rend compte qu'on est vraiment face à une nouvelle génération avec de nouveaux besoins. On a des jeunes aujourd'hui qui passent beaucoup de temps sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, alors que moi, il y a quelques années, je passais mes journées sur Facebook. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un gap avec la nouvelle génération d'élèves qui est arrivée aujourd'hui. Les réseaux sociaux répondent très bien à leurs besoins, à leurs demandes. Les solutions de soutien scolaire
voilà, il faut les adapter, il faut se mettre à la page, je dirais, avec cette nouvelle génération. Et c'est comme ça que s'est lancée l'idée de Nouvelle Classe. Vous donniez des cours particuliers. En fait, vous êtes passé au support vidéo pour aider vos élèves. Exactement. En fait, c'est mes élèves qui me demandaient de faire mes cours en vidéo pour pouvoir réviser le soir chez eux. Donc j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube et puis rapidement la chaîne YouTube que j'avais créée est passée de 100 à 200 à 1000 abonnés. Je me suis dit ok, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en lisant les commentaires, là je me suis vraiment rendu compte de la demande très très forte de la part des jeunes, de la nouvelle génération et du besoin de créer vraiment un ensemble d'outils pédagogiques qui répondent de manière fine à leurs besoins. Et alors 2019, première vidéo, 2020, passage en entreprise, première étape. Donc ça veut dire qu'on va vers un modèle économique déjà. Tout à fait. Donc 2019, première vidéo, comme vous l'avez dit. Et puis 2020, création de la plateforme, création des premiers outils pédagogiques. Donc passage de simples vidéos à ce qu'on a appelé des vidéos interactives, où voilà, c'est vraiment les vidéos dont vous êtes le héros. Vous avez des possibilités qui apparaissent sur votre écran, les élèves cliquent et en fonction de leur choix, le site prend une tournure complètement différente. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté en 2020 avec de super retours et qu'on a continué de développer ensuite jusqu'à aujourd'hui et dans le futur. Parce qu'en 2021, vous dites vous avez été rejoint par 2 associés, vous êtes désormais une ESS. Je vous propose quand même d'écouter un extrait d'une vidéo de Nouvelle Classe. Ne fuyez pas, si vous êtes allergique aux sciences, vous allez peut-être apprendre quelque chose tout de suite. Banque des territoires, la radio. Salut mes petits novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans l'enseignement scientifique de Terminal. Comment se forment des hydrocarbures ou des combustibles fossiles ? Eh bien ce sont tout simplement des êtres vivants qui meurent et qui au cours du temps s'enfoncent dans le sol. Pendant plusieurs millions d'années, des êtres vivants qui sont donc riches en carbone, eh bien ils vont donc s'enfoncer dans le sol de plus en plus profondément et avec l'augmentation de la température et de la pression, ce carbone va se transformer en roche qui va se transformer ensuite en hydrocarbures et donc par exemple en pétrole. Ces hydrocarbures, ils sont dits non renouvelables car pour les renouveler, il faut énormément de temps et bien plus longtemps que la vie d'un être humain. C'est pour ça qu'on dit non renouvelable car on ne peut pas le renouveler à l'échelle d'une vie humaine. J'espère que cette vidéo de cours était très claire et sur mon site nouvelleclasse.com, on fait 4 vidéos d'exercices sur ce chapitre. Donc vraiment, je t'invite à cliquer dans la description, à te procurer mon parcours. Tu peux demander à tes parents, bien évidemment, de t'offrir ce parcours et tu auras accès à tous les chapitres, toutes les vidéos de cours et toutes les vidéos d'exercices sur l'enseignement scientifique en terminale. C'était Théo, ciao. Vous écoutez Banque des territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Alors évidemment, la vidéo est un peu plus longue, mais pas si longue que ça. Et vous reprenez comme ça le premier chapitre d'enseignement scientifique, cette nouvelle matière apparue au lycée. Théo, je voudrais revenir sur un point. Vous disiez tout à l'heure que c'est à la demande des internautes, en fait, de vos élèves ou de vos visionneurs de YouTube que vous aviez créé plus de contenu. C'est quelque chose qui est resté dans le fonctionnement de Nouvelle Classe, c'est-à-dire que l'offre vient de la demande, si on parle de contenu. Oui, tout à fait. En fait, notre démarche, notre approche avec Nouvelle Classe, c'est d'écouter les élèves et en fonction de ce qu'ils nous disent, d'essayer d'imaginer, de mettre en place des solutions pédagogiques sur mesure. Donc on a créé ce qu'on a appelé nos ambassadeurs. C'est une communauté de 10 élèves au début. Aujourd'hui, ils sont 1600. On les écoute au quotidien, on discute avec eux tous les jours, du lundi au dimanche. On écoute leurs besoins et derrière, on propose des solutions qu'on leur soumet. Qu'en pensez-vous ? Appréciez-vous cette fonctionnalité ? Allez-vous l'utiliser ou non ? Et puis en fonction tout simplement des retours qu'on observe, soit on décide d'aller plus loin sur une fonctionnalité, soit on décide de la supprimer tout simplement du site. Donc c'est beaucoup d'A/B tests, c'est beaucoup de travail sur le produit, mais c'est vraiment ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très haute satisfaction sur la plateforme de la part des élèves, des parents et des professeurs qui se procurent nos cours et qui y voient un intérêt pédagogique. Alors, on l'entendait dans la vidéo, le financement se fait en partie par des abonnements payés par les parents, comme vous les sollicitez, mais votre modèle économique, il est plus complexe que ça. Et le nerf de la guerre, on en parlait avec Mathilde Torel, c'est pas négligeable. Vers quoi allez-vous ? Oui, tout à fait. Mathilde en parlait très bien tout à l'heure. C'est tout notre enjeu aujourd'hui. On a créé un produit qui plaît aux élèves, a priori, en tout cas à nos ambassadeurs, donc 1600 élèves. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est de le faire connaître à grande échelle, donc de passer à l'échelle en fait.
Aujourd'hui, on a 10 000 utilisateurs donc sur le site qui utilisent les cours de façon hebdomadaire, de manière générale. L'objectif serait de faire x10, x15, x20 sur ce nombre. Et pour ça, on a conscience qu'il faut aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés, un nouveau modèle économique en fait, auprès d'autres acteurs qui ne restent pas que les parents d'élèves et les lycéens. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, des enjeux de marketing, des enjeux de prospection, de vente, de growth. Et en fait, le programme d'accompagnement Passerelle intervient exactement au bon moment et on a besoin de se lancer à grande échelle. Avec cette possibilité d'accéder effectivement au milieu scolaire et de peut-être devenir un outil dans les lycées eux-mêmes. Mathilde Torel, est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont séduit ? J'imagine que oui. Bien sûr. Alors, il y a énormément de choses qui nous ont séduit dans le projet de Nouvelle Classe. Avant tout, cette capacité, comme vous l'avez très bien évoqué, à rester très proche des élèves, très à l'écoute des besoins des utilisateurs finaux. Et finalement, dans l'éducation, parfois, parce qu'on va chercher un modèle économique qui va plutôt venir du paiement par les parents ou par les établissements, on a tendance à aller trop loin en fait, de ces utilisateurs et à ne plus comprendre quels sont vraiment leurs besoins, leurs usages, et à construire plutôt des solutions pour les parents ou pour les établissements au lieu de construire des solutions pour ceux qui sont les utilisateurs finaux. Et c'est ça qui est très très fort avec Nouvelle Classe, c'est qu'eux réussissent à rester très proches de ces usages et ont au cœur de leur volonté, si je peux me permettre de révéler des choses que tu me disais en entretien quand on s'est connus, ils nous disaient voilà, nous ce qui nous donne envie c'est d'être la solution que s'arrachent les lycéens pour passer le bac. Et en fait, c'est très très fort chez eux dans leur ADN de se dire nous on est une solution avant tout pour les utilisateurs finaux et non pas pour les clients finalement, ceux qui vont payer. Évidemment, après, ce sera notre rôle aussi avec Passerelle de les accompagner à structurer leur modèle économique, ouvrir les portes aussi des collectivités qui pourraient être des acteurs intéressants pour relayer leurs solutions, puisqu'un enjeu aussi très fort chez Passerelle et très fortement porté par la Banque des Territoires, c'est la capacité d'inclusion de cette solution. Comment est-ce qu'on s'assure que Nouvelle Classe évolue vers une solution qui est accessible au plus grand nombre et pas seulement aux populations qui peuvent aujourd'hui se payer du soutien scolaire. Et tout ce travail-là, effectivement, ça va être le fruit de nos réflexions pour les mois à venir. Mais quand on part avec une solution qui est aussi pépite dans sa proposition de valeur, je n'ai aucun doute qu'on aille très 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 loin ensemble. Christophe Jeanter, on coche les cases, on est d'accord ? On coche toutes les cases. Franchement, là, on est vraiment sur le segment scolaire, on est sur le segment des lycéens. Mais Théo me confiait tout à l'heure qu'ils allaient aussi sur la 3e. Donc peut-être qu'il y a un pas qui s'amorce vers le collège. Mais en tout cas, on est là sur le segment scolaire et ça fait partie des priorités de la Banque des Territoires. On est ravis. Alors justement, on était dans le segment scolaire, on va changer un petit peu de dimension parce que la seconde start-up qui a été sélectionnée pour intégrer l'accélérateur Passerelle, elle appartient à un domaine encore assez peu développé. Ça s'appelle la Baby Ed Tech. Alors je vous rassure, on ne va pas coller vos bébés devant des écrans. Vous pouvez respirer, ce n'est pas du tout l'objet de cette seconde entreprise lauréate. Mathilde Torel. Alors la seconde entreprise lauréate, c'est le projet Gazouillis. Gazouillis est un projet qui a été développé par 2 jeunes passionnés du développement cognitif des enfants et qui se sont rendus compte à quel point les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance, étaient très peu outillés finalement à comprendre quel était le développement cognitif de leurs enfants. Ils ont, pour parer à cela, développé une première application mobile à destination des parents qui rencontre un grand succès aujourd'hui. Si on suit juste le nombre de téléchargements aujourd'hui de cette application, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire ces derniers mois. Donc d'abord une solution à destination des parents pour accompagner les parents à comprendre quelles sont les étapes de développement cognitif de leur enfant et surtout chercher à reconnecter ou à connecter en tout cas le parent à l'enfant via des petites activités qui permettent d'accélérer ce développement cognitif. Et puis de l'autre côté, l'accompagnement des professionnels de la petite enfance et notamment les assistantes maternelles à travers une offre de formation digitale sur le développement cognitif. Gazouillis, c'est le nom de cette seconde start-up sélectionnée. Elle a été créée par Victor D'Herbemont et Salomé Bannon. Banque des Territoires, la radio. En 2019, Gazouillis est né dans un labo de recherche à l'ENS, le LSCP. C'est là où Victor, qui était censé commencer son doctorat, a eu l'idée de créer Gazouillis et sort de ce labo pour construire des outils concrets autour du développement de l'enfant et permettre aux parents et aux professionnels de comprendre ce qui se passe entre 0 et 5 ans chez l'enfant. Juste après, je dîne avec Victor
qui est un ami du lycée. On était en classe en seconde ensemble. Et moi, j'ai toujours eu un pied dans la petite enfance et notamment dans la pédagogie par le jeu. Donc ça m'a directement parlé et l'aventure commençait en juin 2020. On a été accompagnés par l'INRIA dans leur startup studio, dans le programme pour leur startup et dans lequel on a reçu un accompagnement sur 1 an permettant de construire tout ce qui était intégré dans notre app pour la lancer en janvier 2021. Et Gazouillis, en fait, c'est une application pour permettre aux parents et aux professionnels de comprendre le développement de leur enfant par le jeu. Placez bébé dans sa chaise haute et allongez-le sur le dos. Prenez un objet familier, un doudou par exemple, et placez-le dans son champ de vision. Vous arrivez dans l'application et vous renseignez en fait la date de naissance de votre enfant. Là, vous avez créé votre compte enfant dans lequel on va commencer à vous proposer du contenu. Donc c'est littéralement des étapes de développement entre 0 et 5 ans. Donc là, on les a évidemment sélectionnées par tranche d'âge et vous renseignez si ça a été acquis par votre enfant. En fonction de ça, vous allez avoir une sélection personnalisée d'activités à réaliser avec l'enfant. À côté de ça, vous avez des professionnels à votre disposition. Si vous avez des questions autour du développement de l'enfant qui vous répondent. Et vous avez tout un volet avec du contenu pédagogique et aussi des quiz un peu sur le développement de l'enfant pour rendre le côté un peu ludique. Tout ça dans une expérience ultra personnalisée dans laquelle vous interagissez et vous dites si c'était trop difficile, trop facile ou complètement adapté, si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît pas, si vous souhaitez d'autres types de contenus pour créer la meilleure expérience pour l'utilisateur. Faites disparaître l'objet en posant la question « Mais il est passé où ?» Faites réapparaître l'objet au bout de quelques secondes en s'écriant « Le revoilà !» Bébé suivra des yeux ou tournera la tête vers son objet favori. Alors nous, on est une app qui est gratuite avec une version premium pour les parents ou les professionnels, mais c'est pas comme ça qu'on se rémunère. Voilà, nous l'ambition c'était d'offrir le plus de choses gratuites aux parents. Donc notre business model est avec les crèches, avec les professionnels de la petite enfance, des modes de garde qui viennent profiter d'un accompagnement beaucoup plus global qui s'appelle le programme Gazouillis Pro, dans lequel on va former des professionnels à cette pédagogie. Alors sur le moyen terme, on veut conclure des partenariats avec des fédérations d'assistantes maternelles, c'est ce qui a été déjà réalisé, et des collectivités territoriales, des mairies notamment, qui ont accès à ces professionnels. Et je pense qu'en fait l'accompagnement de Banque des Territoires accompagné de Make Sense est une opportunité énorme pour Gazouillis, de pouvoir avoir une place sur ce marché-là, avoir des experts pour nous accompagner dans ce sens-là, et à structurer et à déployer notre marque au plus grand nombre. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. C'est un beau projet, Gazouillis, Christophe Janter. Très beau projet et on voit qu'on balaye très large. Parce que là, on est sur une tranche d'âge de 0 à 5 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, la sphère de la tech, ça va jusqu'à la formation professionnelle. Donc avec toutes les problématiques de reconversion professionnelle tout au long de la vie. Donc c'est très très large et on voit qu'on commence dès le plus jeune âge, mais sans écran comme vous le mentionniez tout à l'heure, c'est important. Il faut bien sûr mettre les enfants devant les écrans le plus tard possible. Bien qu'on a aujourd'hui, on voit des startups qui arrivent, qui permettent de commencer à coder sans écran pour les tout petits. Je crois qu'il y a un stand pas très loin d'une autre qui permet de mettre en avant cette solution. Mais en tout cas, oui, on voit que les enjeux de l'éducation sont sur toutes les tranches d'âge et ça n'est que le début. Ça foisonne de solutions, c'est passionnant. Et qu'ils peuvent aussi se jouer sur les encadrants, sur les professeurs, comme les personnes du scolaire, du parascolaire, effectivement, en termes de cibles, de premières cibles de ces startups. Écoutez, je trouve qu'on a vu des bien belles choses. Je voulais faire un petit clin d'œil à un des parrains de l'accélérateur Passerelle, un monsieur qui s'appelle Mathieu Nebra, qui a été le créateur d'un site qui s'appelle Open Classroom, qui est devenu aujourd'hui un acteur incontournable de la formation en ligne. On va terminer en partageant avec lui, en fait, c'est surtout lui qui va partager avec nous un petit bout de son parcours et quelques conseils de cet entrepreneur assez emblématique de la EdTech. Banque des Territoires, la radio. Première date 1999, frustré de ne pas trouver de livre pour débutants en informatique. Je décide de lancer un site où je réécris un petit peu un cours de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. C'est un projet perso qui se développe très bien et en 2007, ça devient une entreprise avec Pierre Dubuc, mon associé. Et après, il y a un changement de dimension, j'ai envie de dire, avec des premières levées de fonds et un changement de nom pour Open Classrooms qui s'effectue autour de 2013. Voilà, et puis ces 3-4 dernières années, on a eu une forte accélération de l'activité qui fait qu'on commence à se développer particulièrement notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Ce qui est sûr, c'est que, oui, à mon époque, il n'y avait pas autant de leviers, d'éléments d'accompagnement, ou même d'accompagnement aussi spécifique par rapport au domaine de la tech. Déjà, j'aurais bien aimé peut-être en avoir juste en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est tout simplement une chance de discuter, de générer des idées, de parler avec les gens, de réseauter. Vraiment, je crois d'abord au potentiel de se retrouver ensemble et de la créativité qui naît de ces rencontres. C'est toujours très fertile. Mes conseils sont pas trop spécifiques par rapport à la tech. Je dirais, dans un premier temps, avoir quelqu'un à qui parler en tant qu'entrepreneur. Je conseille toujours de trouver un mentor et de le renouveler tous les 18-24 mois. Quelqu'un qui est déjà passé par la phase dans laquelle on est. La phase, on est tout seul, on vient de démarrer, on n'a aucun salarié. La phase, on a un premier stagiaire peut-être ou un premier CDI, où on a passé la phase des 10 personnes. Ça, pour moi, c'est un peu des étapes, des cliquets qu'il faut passer et c'est plus facile quand on peut en parler à quelqu'un qui l'a déjà fait. Sur l'éducation, juste une petite alerte, attention aux dogmes. Dans l'éducation, on fonctionne beaucoup trop, je trouve, par dogme. On dit, par exemple, ça, c'est la bonne méthode. C'est comme s'il y avait une réponse magique unique pour tout le monde. Du type Montessori, c'est le mieux, donc il faut faire du Montessori à 100% selon les règles Montessori. Je ne crois pas du tout à cette approche parce que chaque individu est unique et certains vont avoir besoin de certaines méthodes, d'autres vont avoir besoin d'autres méthodes. Je crois plutôt à une sorte d'hyper-individualisation de la méthode éducative. On doit être capable de s'adapter au rythme et aux besoins d'interaction qui diffèrent d'un individu à l'autre. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Théo Godard, ça vous parle ? Oui, totalement. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Mathieu, si tu m'entends. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place en proposant un panel d'outils en fait, aux élèves entre de l'entraide, donc du peer learning, de l'enseignement par les pairs, des fiches, des vidéos, de l'interactivité, pas d'interactivité. Donc à notre échelle, c'est ce qu'on essaye d'appliquer et j'espère qu'on pourra scaler ça et passer ça à grande échelle. Et on sent un assez chouette parallèle d'ailleurs entre, c'est tout ce que je souhaite à Théo Godard, entre le parcours de Mathieu Névra et le vôtre, Théo Godard, avec ce projet. Donc cette start-up Nouvelle Classe qui vient d'entrer dans le giron de l'accélérateur Passerelle, ça nous promet des très très beaux échanges. À bon entendeur, hein, Mathilde Torel, on peut encore déposer des candidatures, comment on fait ? Alors absolument, comme on le disait tout à l'heure avec Christophe, on accompagnera 10 projets à travers le programme Passerelle. Les candidatures sont ouvertes en continu, pas de deadline pour candidater, tout simplement parce qu'on veut que les projets viennent au bon moment. Comme le disait Théo, on démarre l'accompagnement ensemble au bon moment. Ils ont validé ce qu'il y avait à valider avant de venir nous voir. D'où l'intérêt d'avoir des candidatures ouvertes en continu. Venez nous voir quand vous avez le sentiment que votre solution est prête à être passée à l'échelle, pas avant, et puis pas trop tard non plus pour que notre accompagnement vous soit quand même utile. Et Christophe Jeanter, l'accompagnement, c'est pas forcément la fin du chemin parcouru avec la Banque des Territoires. Ah, exactement, nous on a cette double casquette d'accompagnement et on le fait formidablement bien avec Make Sense. Mais la finalité, si j'ose dire, c'est l'investissement pour justement accompagner ces startups à se développer, à essaimer sur tous les territoires. Et en fait, on ne le fait pas tout seul. Je vous remercie, la Banque des Territoires a été largement mise en avant comme investisseur. Nous, on est systématiquement investisseur minoritaire. Ça veut dire qu'on doit s'entourer d'autres investisseurs. Et on a mis en place, justement à cette fin, une coalition qui s'appelle Coalition EdTech for Good, où on a réuni aujourd'hui une vingtaine d'investisseurs qui sont dédiés à la EdTech et qui vont être focalisés sur la rentabilité, bien sûr, mais aussi et surtout la recherche d'impact extra-financier. Donc on s'est entouré d'une vingtaine d'investisseurs à impact qui rejoignent notre objectif. Et effectivement, oui, on espère bien que dans les 10 lauréats à venir de cet accélérateur Passerelle, dont nous connaissons désormais les 2 premiers aujourd'hui, on espère bien trouver des cibles d'investissement pour les accompagner sur le plus long terme. Compris, Théo Godard ? Compris. Entendu. Théo Godard, merci beaucoup d'avoir été avec nous
Vous êtes ingénieur pédagogique, c'est comme ça que vous aimez vous présenter, et CEO de Nouvelle Classe. On vous souhaite une belle route avec la Banque des Territoires. Merci à tous les deux. Mathilde Torel, vous êtes donc directrice des programmes d'accélération chez Make Sense qui opère cet accélérateur passerelle qui était l'objet de cette émission avec Banque des Territoires, la radio. Merci beaucoup. Christophe Janter d'être avec nous, directeur département cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires. Le chemin ne fait que commencer. Oui, on va se revoir très vite, notamment pour les annonces prochaines. On ne sait pas quand, mais elles arriveront, c'est sûr. À très vite. Merci à vous. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et le volume sonore monte dans les allées de ce salon Educatech Educatis, n'est-ce pas Alexandra Delaunay? Vous êtes dans les allées du salon. Et oui, effectivement, et dans le village des startups, on s'affaire, et je suis juste en face donc, du stand d'Inseo, un stand qui est très joliment décoré avec de nombreux ballons de toutes les couleurs et 2 grands bols de bonbons. Donc c'est vraiment super chouette. Et donc c'est un stand qui se situe à quelques pas de la radio de la Banque des Territoires. Et donc devant moi, un écran avec un petit bonhomme qui se dénomme Coco. Et donc Coco, il va nous emmener vers des jeux éducatifs et physiques. On apprend et on se défoule, c'est vraiment parfait. Mais il y a aussi des stands de réalité virtuelle dans ce salon, la réalité virtuelle qui fait son entrée dans le monde de l'éducation. De quoi apprendre en s'amusant, Héloïse. Oui, d'ailleurs Alexandra, il y aura sur le stand de la Banque des Territoires cet après-midi à partir de 14h et sur notre chaîne YouTube de la réalité virtuelle. Je vous en dévoile pas plus, si ce n'est que nous découvrons cet après-midi les 4 projets, en tout cas 4 des projets d'inclusion numérique sélectionnés dans le cadre du dispositif numérique inclusif, numérique éducatif de la Banque des Territoires. L'occasion de faire un point sur les enjeux d'inclusion numérique dans le monde d'après. À tout à l'heure en direct du salon Educatech Educatis 2021. 14h, rendez-vous pris sur le stand de la Banque des Territoires.